Bonjour les amis, oui bah chose promise, chose due. Je vais faire une critique détaillée et constructive à la fois, j'espère, du film Alexandre, réalisé par Oliver Stone en 2004. Bon bah d'emblée c'est quand même à dire que c'est pas loin d'être son pire film hein, quand on voit le reste de sa filmo. Je citerai en vrac Wall Street, Né un 4 juillet, The Doors, JFK, Tueur né. Bon, ça sent bon les années 90, hein, parce que c'est vrai que depuis les années 2000, c'est un petit peu plus poussif. Bon, il a peut-être perdu l'inspiration. À part le film Snowden, là, qui était pas mal. Je crois qu'il est sorti uniquement sur Netflix. Bon, à voir. Alors, il paraît qu'avec ce film, Oliver Stone, il a réalisé son rêve d'enfant, hein. Bon, on peut le comprendre, hein, évidemment. Alors, le film a, en tout cas de l'histoire d'Alexandre plutôt, a déjà été porté à l'écran en 1956 avec Richard Burton dans le rôle d'Alexandre et Daniel Darieux dans le rôle d'Olympias. Bon, c'est un bon film, celui-ci. Il y a deux époques en fait qui coexistent dans le film. Je vais d'abord faire on va dire un petit résumé global, mais il y a une première période en fait qui est celle du narrateur, donc Ptolémée, donc le roi d'Égypte, hein, qui dicte ses mémoires 40 ans après l'expédition. Et ensuite, il y a la vie d'Alexandre, qui est évoquée de manière non linéaire, par une alternance entre une progression chronologique et de nombreux retours en arrière, avec aussi deux grandes ellipses temporelles, donc on y reviendra, parfois difficile un petit peu à suivre. Alors, Oliver Stone a été conseillé par l'historien britannique Robin Len Fox, donc qui fait autorité, qui est professeur à Oxford. Mais ce qui n'empêche que bah, les critiques sont mauvaises, hein, et le film, bah, il souffre surtout de la comparaison avec Gladiator, donc de Ridley Scott, qui est sorti en 2000, donc 4 ans avant. Et alors à voir qu'il y a certains commentateurs un petit peu chagrins qui ont même prêté à Oliver Stone la volonté de légitimer la guerre en Irak, donc survenue un an avant, en mode Occident versus Orient. Alors après, bon, cette critique est quand même abusée, parce que quand on connaît l'œuvre de d'Oliver Stone, on va plutôt le classer à gauche, hein. Bon. Alors en tout cas, les critiques sont mauvaises, hein, parce que pour se situer sur Rotten Tomatoes, donc l'agrégateur de critiques, hein, bah, le film il récolte que 16% d'opinions favorables hein, sur plus de 200 critiques, hein. Bon, c'est pas terrible. Alors, je vais commencer par relever quand même les points positifs, hein. Bon, alors moi je l'ai vu le jour de sa sortie, forcément. Moi j'étais tout fou hein, en 2004, oui, évidemment, bon, quand même. Alors, à voir quand même que quand on voit la jaquette et tout, bon, le casting est prestigieux, hein, Val Kilmer dans le rôle de Philippe, et puis dans une moindre mesure, Angelina Jolie dans le rôle d'Olympias. Oui, ils sont très bons, hein, surtout Val Kilmer, franchement, chapeau, super performance de Val Kilmer. Bon, j'avais déjà beaucoup aimé dans les Doors, oui, j'étais grand fan de Jim Morrison quand j'étais jeune. Oui. Et j'avais les cheveux longs et bouclés à l'époque. Donc, bon. En tout cas, Val Kilmer, vraiment excellent dans ce rôle. Le pauvre Val Kilmer qui est très malade maintenant, il a, je crois, un cancer de la gorge. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais dans le dernier Top Gun, c'est pas sa voix, elle a été refaite par synthèse. Bon. En tout cas, les rapports justement donc entre Alexandre et ses parents sont en fait les meilleurs moments du film. Je trouve que la jeunesse d'Alexandre est très bien montrée. On sent bien l'ambiance un petit peu violente, on dira, la cour Argéade des gays, entre une mère possessive qui est initiée au mystère des grands dieux, donc il se balade avec des serpents. Faut pas oublier qu'Olympia, c'était, avant d'être reine, des princesses et acides des pires, elle était prêtresse dans sa jeunesse, hein, prêtresse dans un temple de Samothrace, et c'est là où Philippe l'aurait rencontrée. Donc elle était initiée à des rites un petit peu occultes. Et bah, son père, hein, omnipotent, alors violent, alcoolique, mais avec des grandes visions politiques, hein, ce qui fait voilà toute le charme du personnage de Philippe, hein, et donc il voit son fils comme son successeur légitime, mais ça n'empêche les heurts entre les deux hommes. Donc ça, c'est vraiment bien montré. Donc la genèse est bonne, le début est pas mal. Pareil, la scène aussi avec Bucéphale, enfin voilà, de petits moments d'émotion, petits moments de frisson. Quand Alexandre arrive à dompter le cheval fougueux qui est Bucéphale. Alors, autre point positif, en numéro 2, je dirais quand même les décors
Et les costumes qui sont de grande qualité, le soin est vraiment visible, surtout apporté au niveau de l'armement, donc c'est vraiment très réaliste. Alors, voilà, ils ont bien le casque trace, ils ont bien le petit bouclier, la longue sarisse, voilà, l'armement, les armures, l'équipement, c'est vraiment bien trouvé, c'est très bien fait, ça fait pas du tout carton-pâte, voilà. Une image de synthèse, enfin voilà, des beaux décors naturels, je suppose en Asie centrale, hein, mais bon. Voilà, c'est pour le coup remarquable au niveau des décors et des costumes, bon, il faut le dire. Alors, autre bonne idée aussi en numéro 3, c'est de raconter l'histoire par l'intermédiaire de Ptolémée. Donc, qui est joué par Anthony Hopkins. Bien vu parce que en fait les mémoires de Ptolémée donc ont servi plus tard à Arien pour rédiger l'Anabase, donc qui est le récit le plus complet et le plus fiable de la conquête. Donc certes, Ptolémée était voilà un proche de d'Alexandre, certes, mais voilà, c'était aussi un historien, donc ça a de la gueule. Alors, dernier point positif, bon, non des moindres, parce que ça occupe pas mal de temps quand même, voilà, c'est peut-être le moment, l'acmé du film, c'est la bataille de Gaugamel, donc qui est vraiment bien faite, qui est assez longue, bien violente. On arrive même à comprendre la tactique employée par Alexandre, voilà, qui piège, on va dire, les Perses par un mouvement vers la droite pour mieux foncer vers le centre perse. Donc ça, c'est bien montré, c'est bien vu, et bah, le mouvement des phalanges aussi est retranscrit de manière réaliste. Donc on peut le dire, un vrai bon point. Voilà pour les points positifs. Alors, pour les points négatifs, là, il y a plus à dire. Plus je le vois, plus ça saute aux yeux. Alors voilà, je vais même vous le montrer, j'assume, parce que je, je critique, mais j'ai le DVD en bonne place quand même, hein, voilà. C'est juste mon côté fétichiste, voilà, juste pour avoir Alexandre et la belle Angelina Jolie. Donc voilà, bon, je critique, mais j'ai quand même le DVD, hein. Bon, hein, je l'ai pas revendu hein, sur le bon coin. Alors, alors d'abord le scénario qui est quand même assez décousu en fait, même pour un spécialiste, on va dire, parce que voilà, il y a beaucoup d'allers-retours dans le temps, parfois du mal à suivre. Et voilà, honnêtement, si on ne connaît pas l'histoire d'Alexandre, il y a un moment, on perd le fil. Alors, à un moment, on comprend bien qu'il y a une ellipse, il est enfant, et puis tout d'un coup, boum, c'est la bataille de Gaugamel. Donc, en gros, on zappe 10 ans. Bon. Mais ensuite, il y a des allers-retours vers sa jeunesse. C'est pas évident à suivre, hein. Voilà. Bon, on reviendra, mais forcément, il y a des gros cuts, quoi. C'est clair, il y a des moments entiers qui sont passés aux oubliettes. Donc ça fait un peu extrême. Je veux bien qu'on fasse des ellipses, mais de passer de la jeunesse d'Alexandre à boum, il se réveille un matin et hop, c'est Gaugamel, c'est un petit peu rude quand même. Alors en numéro 2, je mettrais Colin Farrell. Alors, il est hyper agaçant, quoi. Mais vraiment que sa tête de chien battu irlandais, sa coupe de cheveux hyper oxydée, enfin, hyper oxydée plutôt. Franchement, il est lourd, quoi. Alors, de ce que j'ai vu, c'est Oliver Stone, il voulait au départ, dans le rôle d'Alexandre, Heath Ledger, qui est le défunt interprète du Joker, hein, donc qui est resté culte pour ça, puis qui est mort d'overdose médicamenteuse. Enfin, je pense que ça aurait pas été pire, hein, je pense. Parce que là, Colin Farrell, vraiment, il surjoue le roi tourmenté, alcoolique et colérique. Ça manque vraiment de prestige, de prestance, quoi. C'est quand même un roi, quoi. C'est un des plus grands rois de l'histoire. Le gars, on dirait un vague soudard, voilà. Alors, Colin Farrell, ouais, il est bien pour jouer les flics, tourmentés, mais ça s'arrête là, quoi. Alexandre, non, le costume était un peu trop grand pour lui. Et puis, qu'est-ce qu'on est cherché un Irlandais, quoi. C'est quoi si c'était de mode de mettre des Irlandais partout maintenant. Ah là là, bref. Alors, les dialogues en numéro 3. Ah, ils sonnent vraiment très très creux. Alors, je l'ai vu en VO, en VF, en sous-titré coréen, en serbo-croate, enfin, dans toutes les langues, ça c'est vraiment nul, quoi. C'est nul, ça sonne faux, ça sonne cliché. Alors, j'ai même relevé une ligne de dialogue, elle m'a marqué tellement qu'elle est nulle. C'est ils partirent conquérir l'Asie et ne furent plus jamais les mêmes. Avec ce ton lénifiant, mais c'est quoi cette phrase? On dirait un film de guerre de série B, quoi. Il revient du Vietnam, je serai plus jamais le même. Mais c'est nul, c'est nul. Tu peux pas résumer la plus grande conquête de l'histoire comme ça. Ils seront plus jamais les mêmes. Mais c'est nul, franchement, vas-y. Alors la musique, pourtant c'est Vangelis, hein. Bon, voilà. Mais alors c'est vraiment bof, elle te transporte pas du tout. Alors ça me fait penser, j'ai une puissante nostalgie que j'ai revue il y a pas longtemps, mais pour la BO du film Conan le Barbare. Ah, d'ailleurs, Oliver Stone a participé au scénario de Conan le Barbare.
La BO du Conan le Barbare, elle fait tout le film. Il y a 4 lignes de dialogue pour Schwarzenegger, mais voilà, la BO de Conan le Barbare, c'est magnifique. Alors, il y a quelques qui rajoutent du Strauss ou du Tchaïkovski, voilà, mais sinon, voilà, la BO, elle est formidable. Formidable, le BO de Conan le Barbare. Et ça fait tout le film. Alors, au départ, en fait, je parle de Yorstone, il voulait confier la musique à Goran Bregovic, donc un compositeur très connu, lui aussi, et il aurait dit à Bregovic, oui, je veux faire un film comme La Reine Margot, mais en commercial. Ouais, c'est un peu raté. La Reine Margot, ça reste quand même un chef-d'œuvre dans le genre. Alors c'est vrai qu'Adjani en Olympia, ça aurait eu de la gueule, hein, j'avoue. Bon choix. Alors après, d'un point de vue plus historique, en numéro 5, la volonté d'Alexandre d'unir les civilisations grecques et perses est, on va dire, assez mal montrée. C'est montré de manière anachronique, on dirait, voilà, une lutte contre les discriminations. Genre, ils sont comme nous, hein, il faut être gentil avec eux, quoi. Non, mais là aussi, c'est un peu cliché, parce qu'on comprend pas le dessein d'Alexandre. Alexandre, il est pas woke. Non, Alexandre, il veut fonder une nouvelle ère et fusionner les élites irano-macédoniennes. Donc il y a d'abord une volonté politique. Hein, là, on a l'impression que voilà, on est en mode il faut inclure toutes les races parce qu'on est gentil. Bon, allez, ça passe encore, mais c'est un peu anachronique. Alors, à voir aussi, comme je disais déjà, mais en numéro 6, c'est qu'il manque quand même beaucoup d'événements. Alors, je sais bien qu'on peut pas faire toute l'œuvre d'Alexandre en 2 heures et demie, mais en fait, t'enlèves une heure, j'y reviendrai, mais t'enlèves une heure de romance entre Alexandre et Héphaïstion, hein, ou des scènes de sexe bidon avec Roxane, tu gardes de quoi montrer plein d'autres scènes, hein, et des scènes qui auraient claqué, même si ça avait été très bref, quoi. Voilà, juste, je sais pas moi, une image, hein, une évocation. Il y a plein de grands événements, mais je les attendais. Moi, j'étais là comme un fou avant sa sortie. Je voulais voir ces scènes-là. Mais qu'est-ce que c'est des déceptions. Alors, je pourrais citer la traversée du Granic. Enfin, je sais pas, le premier fleuve d'Asie, quoi. Je sais pas, on aurait pu faire un plan, la cavalerie qui traverse la rivière, le nœud gordien, le siège de Tyr, la divinisation en Égypte, l'incendie de Persépolis, les luttes contre les Scythes, les noces de Suse, enfin bon voilà, il y avait plein d'événements, ça aurait pu faire des tableaux, quoi, et non, 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 il a préféré faire des scènes bidons de romance à n'en plus finir, pour là, 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 mais quel carnage. Alors justement, je vais terminer par là, le clou du spectacle, enfin franchement, mais ça, ce film, là, rien que pour ça, c'est une honte, c'est la relation ouvertement homosexuelle entre Alexandre et Héphaïstion. Ah, ça frise le ridicule, hein. La Héphaïstion qui est jouée par Jared Leto, il est efféminé au possible, surjoué, avec maquillage et robe de chambre, enfin franchement, mais... Héphaïstion, il était commandant de la cavalerie des compagnons, hein. Mais là, on dirait un courtisan métrosexuel sous MDMA qui s'est trompé d'époque. Désastre. Alors, en plus, dans leur jeunesse, on les voit, ils se frottent le corps pendant les exercices de lutte. Plus tard, ils se lancent des petits regards langoureux, bien gênants pour le spectateur, hein, mais aussi, on imagine, pour les généraux macédoniens. Alors, Oliver Stone a été conseillé par l'historien Robin Lane Fox, hein, voilà, qui appuie pas mal sur la bisexualité supposée du roi. Alors, il s'appuie aussi sur l'œuvre de Klaus Mann, donc, qui est le fils de Thomas Mann, qui a écrit dans les années 30 Alexandre, le roman de l'utopie, qui est un roman déjà, c'est un roman. Hmm. Voilà, qui met particulièrement en exergue la bisexualité supposée d'Alexandre. Alors, il faut peut-être rappeler, même si j'ai eu l'occasion de le faire dans plein de vidéos, sur Héphaïstion notamment, mais c'est que il n'y a aucune source digne de ce nom. Donc quand je dis digne de ce nom, je parle de sources primaires, Diodore, Arien, Plutarque, Quincurse ou Justin, qui ne mentionnent explicitement une relation homosexuelle entre les deux hommes. Il est dit que, oui, soi-disant, Alexandre, enfin, et Héphaïstion se ressemblaient. On dit aussi que, à un moment, oui, Alexandre, il dit à Cratère, t'aimes le roi, mais Héphaïstion, il m'aime moi, enfin, en tant qu'Alexandre. C'est purement allusif. Ok, il a pleuré une semaine sur son corps. Ok, il a fait crucifier son médecin quand Alexandre, le chagrin, enfin voilà, quand Héphaïstion est mort. Mais il n'y a aucune source explicite. Les seules sources, on va dire, c'est plus tardif, c'est Élien. Alors on est là à la louche au 1er siècle avant notre ère, qui parle à un moment, enfin voilà, qui fait une comparaison entre Héphaïstion et Alexandre et avec Achille et Patrocle, en disant en gros la relation était la même, et donc forcément ils sont homosexuels. Alors c'est possible, c'est même probable, mais de là à en faire, on va dire, l'alpha et l'oméga de sa politique, je dirais même le cœur du sujet de son film, mais c'est totalement bidon. Alors d'ailleurs ça me fait penser, mais dans le film 3, euh,
Achille et Patrocle, en fait, ils sont pas homosexuels, hein. Non, ils sont cousins. C'est la blague. Ils sont cousins. Mon cousin, t'es mort. Non, mais alors, en fait, à Hollywood, l'homosexualité, c'est la géométrie variable. Soit c'est mis en avant à fond, soit pas du tout. Je veux dire, mais vous pouvez pas trouver un juste milieu, non? Ou alors c'est peut-être Brad Pitt, moi je pense qu'il a refusé de jouer les faibles, hein. C'est possible aussi. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'à un moment, Oliver Stone, il avait proposé à Brad Pitt de jouer Héphaïstion. Mais là aussi, il a refusé. Vous voyez, il évite les traquenards, hein, Brad Pitt. Il veut garder son côté hétéro, mal alpha. Il va pas se fourvoyer, c'est bien. Alors à noter aussi que j'ai vu, c'est attesté, hein, j'ai vu dans la presse, hein, c'est qu'en Grèce, donc, il y a eu des séances de cinéma mais houleuses. Je veux dire, les gens ils balançaient des pop-corns sur l'écran parce qu'ils gueulaient en disant mais c'est quoi cette réputation, c'est quoi cet Alexandre mais efféminé au possible, mais vraiment c'est surjoué. Je veux dire, je vous dis des petits regards langoureux, limite ils se font des petits câlins entre deux coups de Saris, enfin sérieux c'est d'une tristesse. Pareil les scènes aussi plus ou moins sexuelles avec Roxane. Ça sonne creux, quoi. Enfin, c'est bidon. Franchement, c'est raté, quoi. Ni fait, ni à faire. Alors, je vais relever aussi les erreurs historiques. Alors, c'est ce que j'avais fait sur la page Wikipédia du film. Alors, une fois, il y a un gars qui m'a dit quelles sont tes sources? Bah, j'ai sourcé des erreurs, c'est compliqué. Je lui ai répondu. Je veux bien te donner le script du film minute par minute, te renvoyer aux pages correctes, hein. Je peux te raconter la vie de Ptolémée ou d'Héphaïstion ou je ne sais quoi de Parménion, mais donner des sources à des erreurs, c'est compliqué. Donc faites-moi confiance, hein. J'ai tout relevé, je me souviens quasiment de tête, hein. J'ai relevé de tête, quasiment, c'est-à-dire, voilà. Enfin, je regardais le film en même temps, puis je notais. Alors, on va commencer plus ou moins dans l'ordre. Alors, il y a certaines, on va pardonner, parce que, bah voilà, c'est qu'un film, hein, on va pas non plus faire des procès d'intention. Il y a vraiment des erreurs manifestes de prénoms, et il y a aussi des choix bizarres. Bon. Alors, déjà, alors là aussi, bon, on va pas chipoter, mais allez, soyons fous. Le phare d'Alexandrie, bah, il n'existait pas sous Ptolémée Ier, en fait, il était en travaux. Bon, ok, ça rend bien, ça rend mieux. Je comprends qu'il ait envie de faire en arrière-plan le phare, on peut lui pardonner. Hein, le phare, il a été fini sous Ptolémée II bien après, hein, vers 270, donc il y a un petit peu de marge quand même. Bon, allez, ça passe. Alors là, il y a des trucs aussi qui m'agacent qu'on revoit un peu partout, mais il n'y a aucune source ancienne qui stipule que Ptolémée a reçu le titre de pharaon. Donc, Ptolémée II, oui. Alexandre, précédemment, oui. Mais Ptolémée, on pense qu'il n'a pas osé. Ou peut-être que les Égyptiens, ils n'étaient pas OK là-dessus. Donc attention, il n'y a aucune source qui le mentionne. Donc quand il n'y a aucune source, bah, on dit qu'on ne sait pas, hein. Alors après, il y a des erreurs de prénom. Alors là, je crois que c'est Orbin Fox il s'est un peu viandé, parce que la nièce d'Atal, donc qui épouse Philippe, et qui se fait zigouiller là avec son bébé, c'est Cléopâtre, hein. Elle s'appelle pas Eurydice, hein. Bon, Eurydice, c'est les autres aristocrates. Alors pareil, Cassandre, le fils d'Antipater, il a pas du tout participé à la conquête. Lui, il arrive quelques semaines avant sa mort, en fait, à la demande d'Antipater. Donc il joue un rôle important, évidemment, dans les guerres des Diadoques, mais Cassandre, il est pas du tout dans l'armée macédonienne. Bon, on aurait pu mettre Eumène de Cardia, par exemple. Vous voyez, Eumène de Cardia, mon héros grec, le scribe grec, ben, il y est pas. Il est pas dedans. Par contre, il y a Cassandre. Bon, ok. Alors, Antigone le Borgne, alors, il est joué par une espèce de brute épaisse. Antigone le Borgne, mais c'est un des plus grands rois de son temps. Le mec, on dirait un alcoolo, quoi. Alors, il n'est pas officier dans la phalange que nenni. C'est un grand commandant. Il est commandant des alliés de la Ligue de Corinthe. Ok, les gars. Et ensuite, il est satrape de Phrygie. Donc, il se baladait pas dans la phalange avec sa lance, hein, ok. Euh, alors après, il y a aussi des confusions avec les histoires de princesse perse. En fait, Alexandre, il rencontre Stathéra, la fille d'Arius III, après sa capture donc à la bataille d'Issos. Donc en fait, comme d'habitude, Darius III il fuit et il laisse sa famille en plan. Ok. Donc Alexandre récupère la fille et la mère. D'ailleurs, le Varius, il va bien les traiter et il va pas les retrouver dans le palais de Babylone. Bon, allez, ça passe aussi. Euh, alors là aussi, pareil, Statera, c'est pas elle qui confond Alexandre et Héphaïstion, c'est Sysigambis, la mère, qui se jette aux pieds d'Héphaïstion parce qu'il portait beau, voilà, il était majestueux. Et Alexandre dit oui, lui aussi est Alexandre. Bon, voilà, une scène un peu légendaire sûrement, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle la Vulgate d'Alexandre. Mais en tout cas, non, c'est pas Statera, c'est Sysigambis. Euh, alors, pareil aussi, alors il y a des histoires un peu de bataille. En gros, Oliver Stone a un peu fait des mix de batailles, mais Clétos, il sauve la vie d'Alexandre à la première bataille, la bataille du Granic, hein, il coupe le bras d'un satrape. Et non à Gaugamel. Ça, à la limite, bon, comme Granic n'est pas représenté, allez, ça passe. Alors, à voir aussi que Clétos a été tué justement avant la campagne d'Inde. Il n'est pas tué en Inde, il n'a jamais mis les pieds en Inde, il est tué en Soldiane, donc en gros on dirait en Afghanistan actuel, en 328, et non pas en Inde. Bon, allez, là aussi, ça peut passer.
Alors là, par contre, ouais, là, c'est un peu tendu, c'est les histoires avec Parménion et Philotas, donc père et fils, qui sont exécutés. Et en fait, leur exécution, c'est pas lié au fait qu'ils reprochent à Alexandre d'épouser Roxane, qui serait une barbare. Parce que ce mariage, en fait, il a lieu en 327, et eux, ils ont été tués 3 ans avant. En fait, dans le contexte de la conjuration des pages. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des pages, en gros, poussées par les traditionalistes, qui ont tenté de tuer Alexandre dans son sommeil. Bon, sauf qu'ils sont un des pages qui va dévoiler le complot, ils sont torturés, et puis bah, ils disent c'est la faute de Philotas. Donc de fil en aiguille, bah, Philotas et Parménion sont exécutés. Alors par contre, de ce que j'ai lu, c'est que le dernier montage de 2012, parce que voilà, il a fait plusieurs versions, Liverstone, on y reviendra en conclusion, mais sépare bien ces deux événements pour le coup. Bon, peut-être qu'il s'est dit que c'était peut-être un petit peu bancal. Alors, à voir aussi que c'est pas Clétos qui a tué Parménion, mais Cléandre, un autre officier. Bon, allez, là aussi, allez, on va pas montrer 50 000 officiers, donc ça peut passer. Alors oui, il y a une sédition au moment de l'armée. Alors, elle a lieu à la fin, en 324, à Opis, en Babylonie. Elle n'a pas lieu avant la campagne d'Inde. Alors certes, ils râlaient un peu, ils n'étaient pas contents. Il y a un moment, il y a Coenos, un grand général, qui dit l'armée veut pas avancer plus loin. Il va convaincre Alexandre de s'arrêter donc sur l'Iphase. Donc il n'y a pas eu de grande révolte, il n'y a pas eu de sédition. La sédition, elle a lieu plus tard en 324 et on pense que c'est lié à l'intégration de soldats perses. Donc là aussi. Alors à voir aussi qu'Alexandre n'a pas été grièvement blessé à la bataille de l'Hydaspe, hein, mais plus tard en fait, durant la conquête de la vallée de l'Indus, hein, en montant sur les remparts de manière un petit peu suicidaire en attaquant la citadelle des Maliens, bon, les Maliens avec deux ailes, hein, qui seront tous exterminés d'ailleurs, et Alexandre est sauvé par Néoptolème de mémoire, ou Peuquesta, je sais plus, un des deux, ouais, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc excusez-moi je confonds, mais bon bref, en tout cas il est sauvé par un de ses officiers, grâce au bouclier de Troie. Donc bref, bon là aussi c'est pas très très grave, voilà, il fait un mélange des différentes campagnes en Inde. Alors là, plus gênant aussi, j'étais un peu déçu, mais bon, Héphaïstion, il est pas mort à Babylone, il n'est pas mort tout à la fin, il est mort à Ecbatane, en Médie, en chemin. Bon, ouais. Ok, allez, ça peut passer. Alors, dernier truc aussi, mais là, Wikipédia, ils ont pas voulu que je le dise, parce que dès qu'on parle de race, là, je me suis fait traiter, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, le gars, il a dit, oui, c'est inadmissible. En fait, j'ai juste relevé un fait, excusez-moi, c'est que l'actrice, en fait, qui joue Roxane, elle est d'origine portoricaine. Ils- Ça fait pas tellement perse, excusez-moi, mais non, on peut pas trouver même une femme arabe à la limite, ou kabyle, n'importe quoi, berbère, marocaine, iranienne, turque, ça aurait passé, enfin, moyen-orientale. Il y a du monde, une pakistanaise. Non, non, on va prendre une portoricaine, qui fait très typée, et en plus qui joue mal. Donc, bon, je dis pas qu'il faut prendre une arienne je sais pas moi, de l'Aracosie profonde, mais enfin quand même. Alors que j'ai dit ça, j'ai juste dit, hein, bon, ça peut prêter à caution, d'une manière un petit peu comme ça, prudente, mais ça non, Wikipédia, puis j'ai pas voulu débattre, je débat pas avec les woke, donc j'ai enlevé. Hein. À la limite, on s'en fout un peu, mais bon, maintenant, à la limite, on a D'Artagnan qui est joué par un black, donc maintenant, allez-y, faites-vous plaisir. Mais il y a 10-15 ans, ouais, quand même, je sais pas, une iranienne, ça se trouve. D'ailleurs, Statera, elle est jouée par une belle iranienne, elle a vraiment là, une tête belle femme perse avec des visages très ciselés et non les voilà Statera donc qui est la fille de Darius est jouée par une actrice qui a de la gueule. Alors en guise de conclusion, bah voilà, je dirais quelques bonnes idées, mais un sentiment quand même de gâchis, surtout pour qui comme moi était en attente. Voilà, je me souviens en 2004, oui, voilà, c'était il y a 20 ans déjà. J'attendais avec impatience. Je l'ai vu le premier jour de sa sortie. Bon, comme je disais, ben, j'ai le DVD. J'ai même d'ailleurs, j'ai un peu honte, mais dans mes toilettes, j'ai une photo de Colin Farrell juché sur Bucéphale. Alors on voit pas que c'est Colin Farrell, hein, mais les costumes sont bien faits, comme je disais, et puis voilà, on voit un cheval. Donc voilà, moi, bon, allez, j'assume. J'ai une photo du film Alexandre dans mes toilettes. Bon, après, je vais pas enfoncer plus que ça le film. Voilà, ok, les ellipses, bon, je veux bien, mais voilà, c'est surtout décevant parce qu'on se dit, imagine bien que l'œuvre d'Alexandre bah, mériterait un développement plus conséquent et en clair une série HBO avec 8 saisons quoi. Et puis après le séquel avec les Diadoques. Là, là, ça aurait vraiment de la gueule. Donc bon, non mais on préfère les dragons, c'est plus vendeur. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé, voire amusé. Et puis bah, je vous dis à bientôt les amis.